parce qu'il va se produire un événement qui va littéralement bouleverser l'Europe, et donc il va prendre la résolution, à partir de ce moment, de combattre la réforme jusqu'à son dernier souffle de vie. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité, qui était surnommé à juste titre le fléau des Huguenots. Bienvenue au château, je m'appelle Vivien Destro, je suis écrivain. Dans ce podcast, nous explorons nos racines pour en tirer le meilleur, découvrir des récits inspirants et écrire à notre tour les plus belles histoires qui soient. Bonjour à tous, j'ai eu la chance de me rendre ce week-end dans la petite ville d'Annonay, c'est au nord de l'Ardèche, et j'ai eu l'occasion d'y rencontrer un lecteur que je salue et visiter assez rapidement la ville. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte géographique, on va dire, Annonay, ça se situe à peu près une vingtaine de kilomètres au sud de Condrieu, dont on avait parlé la semaine dernière, et aussi de Saint-Étienne, de Saint-Chamond. Donc vous voyez, si vous faites un arc de 20 km au nord de la ville, ben voilà, vous avez ces trois villes là, Condrieu, Saint-Étienne et Saint-Chamond. Donc voilà, on est à peu près 75 km du sud de Lyon. On se trouve dans l'ancienne province du Vivarais. Ça correspond peu prou, vous voyez, à l'actuel département de l'Ardèche. Donc voilà, on est vraiment dans le nord du département. Et puis on est à une dizaine de kilomètres à l'ouest du Rhône. Donc on est toujours sur cette rive occidentale du Rhône sur laquelle je me trouve actuellement. Et si vous vous souvenez, j'avais eu l'occasion de parler d'Annonay dans l'épisode 2 sur Richard Chambovet, puisqu'il s'agit de la patrie des Montgolfiers. Et les Montgolfiers sont nés à Annonay, en tout cas à côté d'Annonay. Et souvenez-vous, notre héros, Richard Chambovet, s'était rendu au Conservatoire national des arts et métiers pour voir les fameux métiers à lacets qui lui ont permis ensuite de faire sa fortune. Et c'est dans ce contexte qu'il avait rencontré son directeur, qui n'était autre que Joseph Montgolfier. Annonay, comme Saint-Chamond, c'est une ville qui a connu un passé industriel très prospère, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez deux rivières qui passent, la Deûme et la Cance, qui passent dans la ville, et ces rivières-là permettent en tout cas à l'époque, permettaient de donner de l'énergie pour toutes les industries. Et vous avez également à proximité tout un ensemble de ressources naturelles qui ont permis à l'industrie de se développer, notamment du bois, du charbon, du fer, etc. Quoi qu'il en soit, ça a permis à plusieurs industries de se développer. Dans un premier temps, l'industrie de la tannerie, donc tout ce qui concerne le cuir, les peaux, le travail des peaux. Puis l'industrie du papier, puisque tout autour, vous avez un ensemble de forêts, ça a permis d'utiliser le papier. C'est une industrie qui a été développée d'ailleurs par les Montgolfiers. Alors ça, c'est quand même, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. La légende raconte que c'est un des ancêtres des frères Montgolfier qui ont fait la fameuse montgolfière, qui avait participé aux croisades, qui auraient ramené justement cette technique de fabrication du papier de l'Orient et pour développer ça dans sa patrie d'origine. Donc c'est quand même assez incroyable. Je pense qu'on fera, si je repasse à Annonay, et c'est vrai que c'est prévu, on refera certainement un épisode là-dessus. Et d'ailleurs, la papeterie, elle existe toujours, puisque elle est tenue aujourd'hui par les descendants des Montgolfiers, les Cansons. Donc évidemment, ce nom vous dit forcément quelque chose, si vous avez fait un petit peu d'art plastique au collège. Forcément, Canson, ça vous parle. Et puis, dernier type d'industrie qui s'est développé à Annonay, vous avez l'industrie de l'autocar. Donc, assez tôt, vous avez eu la mise en place d'une fabrique de pièces automobiles. Et puis, peu à peu, cette industrie s'est concentrée vraiment sur l'autocar. Ça a été racheté par Renault, puis c'est devenu Iribus. Et aujourd'hui, c'est tenu par l'entreprise Iveco. Donc, ce passé et aussi ce présent, ils sont vraiment visibles lorsqu'on arrive dans la ville. Vous descendez comme ça dans cette vallée qui est complètement urbanisée, et vous les voyez tout de suite, vous avez de nombreux bâtiments industriels encore en exploitation, ou bien dont on voit qu'il y a eu un passé industriel certain. Vous voyez aussi que vous avez eu au XXe siècle une urbanisation galopante, tout simplement pour pouvoir loger tous les ouvriers qui travaillaient
dans cette région. Et donc avec toutes les conséquences que ça, hein, c'est-à-dire un manque certain d'harmonie dans l'architecture. Vous avez des bâtiments très récents, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus anciens. Tout ça s'enchevêtre comme ça sur les pans de cette vallée. Et ça donne pratiquement, vous savez, quand vous êtes en tout cas vraiment dans le creux de la vallée, moi j'étais place des Cordeliers, vous avez une sorte de sensation un peu d'étouffement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment au cœur de cette vallée et de chaque côté vous avez les pans des bâtiments qui montent comme ça, c'est assez impressionnant. Et donc je me promenais dans le centre-ville, je venais d'arriver, et au milieu de tout ça, de tous ces bâtiments, vous aviez une tour qui était assez remarquable, visiblement assez ancienne, hein, puisque bâtie en pierre, et puis en plus elle possédait comme ça des canonnières tout du long, et c'était vraiment, on ne pouvait pas la louper, quoi, parce qu'elle vraiment elle surplombait la route. Et j'ai appris alors que la tour avait été rénovée récemment, et puis, comment dire, moi, quand je vois des fortifications, tout de suite, ça me fait quelque chose. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le fait que j'ai grandi en Lorraine, où vous en avez un peu partout, mais j'adore vraiment ça. Et il y a peut-être plusieurs explications. La première, c'est que je trouve ça très esthétique, quand vous avez une belle cité comme ça, avec des belles fortifications. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit du bunker des années 40, évidemment, mais si vous prenez je pense que c'est quand même un sentiment qui est relativement partagé. Vous prenez une ville comme Carcassonne avec ses belles fortifications moyenâgeuses, ou même des villes beaucoup plus récentes, hein, avec des fortifications style Vauban. C'est vraiment, ça donne quelque chose, ça donne un cachet en plus à la ville, je trouve. Ça, en plus, il y a un autre aspect aussi dans les fortifications, c'est que ça convoque l'imaginaire. Vous voyez, enfin, en tout cas moi, en ce qui me concerne, quand je vois des fortifications, je me dis bon bah pourquoi ça a été bâti là, quelle bataille il y a pu y avoir pour la conquête de ces fortifications, à quelle période, quels ont été les enjeux, parce que évidemment quand on bâtit des fortifications c'est pas pour rien, ça a un coût immense, et donc si on les bâtit c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a une richesse ou une importance. Et puis les fortifications, surtout lorsqu'elles sont loin de nos frontières actuelles, et c'est le cas hein, d'Annonay, parce que la frontière la plus proche, je pense que c'est l'Italie, ça doit être à 200-250 km de là, ou la Suisse, donc c'est assez proche. Mais en même temps, ça fait un moment qu'a priori, il n'y a pas eu d'invasion du territoire par ces zones-là. Et donc pourquoi à cet endroit, en plus, il n'y avait pas plus de fortifications que ça, en tout cas, il ne restait plus que cette tour. Et vous vous dites, mais pourquoi il y a cette tour-là et pourquoi elle est mise en valeur ? Et forcément, on se dit, en tout cas quand on considère les fortifications qui sont vraiment dans l'intérieur de la France, on se dit qu'il y a un moment dans notre histoire eu des ruptures et qu'on a réussi à les dépasser pour réussir à faire notre pays. Ça, c'est très encourageant parce que quand vous voyez ce genre de fortifications, encore une fois, assez loin des frontières, vous vous dites, bah, c'est un peu comme des points de suture. Il y a forcément une histoire derrière et on a réussi à en guérir finalement. Et même si ça laisse une trace, c'est une très belle trace quelque part parce que ça nous dit que voilà, on est capable d'aller au-delà de certaines ruptures et d'en cicatriser. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il s'agissait de la Tour des Martyrs, c'était son nom, et elle s'appelait comme ça relativement à un épisode des guerres de religion. Et alors j'ai poursuivi mes recherches, j'ai fait tout un petit travail que je voulais vous présenter, et donc dans cet épisode, nous allons parler d'Annonay et de sa région, à cette sombre époque évidemment, au travers du destin d'un personnage qui est pour le moins ambivalent, Christophe d'Urgell de Saint-Priest, baron de Saint-Chamond, qui était surnommé à juste titre le fléau des Huguenots. Alors commençons par présenter la situation familiale de Christophe de Saint-Chamond. On va l'appeler comme ça, même si c'est pas son nom officiel. Christophe de Saint-Chamond, on retrouve cette appellation-là. Ça va être beaucoup plus simple, voilà, tout simplement. Alors, Christophe de Saint-Chamond, donc de son nom complet, hein, Christophe d'Urgell de Saint-Priest, est né en 1520, donc au début du XVIe siècle, et très rapidement, il succède à son père à la tête de la baronnie de Saint-Chamond. Alors Saint-Chamond, on en a déjà parlé dans l'épisode sur Richard Chambovet.
Voilà, c'est grosso modo entre Lyon et Saint-Étienne, donc dans la vallée du Gier. Donc un peu plus au nord de d'Annonay, et séparé d'Annonay par le massif du Pilat. Très important, retenez ça parce que ça va être très important pour la suite. Donc, en 1534, comme je disais, Christophe de Saint-Chamond va succéder à son père à la tête de la baronnie à l'âge de 14 ans, donc relativement jeune. Et il faut aussi garder à l'esprit que son oncle, qui est Pierre d'Urgell de Saint-Priest, règne sur la ville de Saint-Étienne. Donc voilà, on est dans un bassin où la famille est quand même relativement bien établie. Pourquoi ? Parce que la famille de Christophe de Saint-Chamond, elle est très ancienne. Elle est héritière des familles de Forêt, de Jarret et de Roussillon. Et donc, au début du XVIe siècle, la famille de Christophe de Saint-Chamond, c'est une famille très puissante, et il va encore renforcer son poids dans la région en épousant Gasparde de Lettres de Pré en 1540, qui est la fille d'un maréchal de France, rien que ça. Donc ça va lui permettre vraiment d'avoir une assise dans la vallée du Gier et dans cette région lyonnaise et stéphanoise, puisqu'on est un peu au milieu, qui est relativement forte. Et assez rapidement, vu qu'il est noble, Christophe de Saint-Chamond va mettre son épée au service du royaume. Et donc il se voit rapidement confier tout un tas de charges très importantes, et notamment des charges militaires. Et à partir de 1543, donc il a 23 ans, hein, il est maître de camp de la Légion du Languedoc. Alors, qu'est-ce que c'est la Légion du Languedoc ? C'est tout simplement l'ancêtre de la gendarmerie d'aujourd'hui. Les gendarmes, parce que c'est de là que vient leur nom, étaient répartis en différentes légions, et d'ailleurs je crois qu'ils le sont toujours, et c'était des unités comme ça qui permettaient de contrôler telle ou telle région. Donc lui, il est muté, quelque part, c'est pas vraiment le terme pour l'époque, mais en tout cas, il reçoit le commandement de cette légion, et il va commander un bon millier d'hommes comme ça dans cette région. Et pendant près de 10 ans, le jeune Christophe va être engagé dans toutes les guerres que la couronne de France mène pour sécuriser ses frontières, notamment au sud contre les Espagnols, au nord contre les Anglais, et aussi lors des guerres d'Italie. Parce qu'à cette époque, la gendarmerie n'a pas qu'une fonction de sécurité, de sécurisation du territoire, elle a aussi une fonction, elle est tout simplement l'armée de l'époque, même si le terme est... c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas développer sur l'histoire de l'armée et sa scission avec la gendarmerie, mais oui, ça pourrait faire tout un épisode. Quoi qu'il en soit, donc pendant près de 10 ans, voilà, le jeune Christophe, il va guerroyer à droite à gauche. Il va aussi occuper des fonctions de représentation. Alors curieusement, il se retrouve présent au sacre d'Henri VIII d'Angleterre en 1550, donc à l'âge de 30 ans. Il représente la France avec une délégation de diplomates, hein. Et donc c'est quelqu'un, vous voyez, de très actif, qui va dans différents endroits, qui risque sa vie, etc. Et bon, il semblerait que tout ce remue-ménage ait été assez difficile à supporter pour son épouse, qui est décédée en 1554 en laissant 4 enfants. Et donc dans la foulée, notre cher Christophe de Saint-Chamond va se remarier à Avignon avec Louise d'Ancezune, qui est aussi issue d'une très puissante famille du Vaucluse. Et donc voilà, maintenant qu'on a grosso modo la situation générale de Christophe de Saint-Chamond, en tout cas sa situation personnelle, donc quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui s'appuie sur un réseau familial assez conséquent, quelqu'un qui a aussi des fonctions au sein du royaume, qu'il soit militaire ou diplomatique. Il faut comprendre également la situation générale de la France à cette époque, parce qu'évidemment, ça va avoir un impact considérable sur son parcours. Pour cela, il faut revenir 3 ans avant que naisse Christophe de Saint-Chamond, parce qu'il va se produire un événement qui va littéralement bouleverser l'Europe, et que vous avez tous étudié, je pense, au collège et au lycée. C'est la publication des 95 thèses par Martin Luther en 1517. Donc encore une fois, 3 ans avant la naissance de Christophe de Saint-Chamond. Et quelque part, cet acte va chambouler le destin de notre héros avant même qu'il soit né. Parce que imaginez qu'il n'y ait pas eu cette scission, cette émergence du mouvement protestant. Christophe de Saint-Chamond, ça aurait certainement été
un baron comme un autre, avec, avec des guerres par-ci par-là, et il n'y aurait pas eu toute cette histoire qui va se développer par la suite. Et donc à partir de 1517, évidemment, ça a un énorme retentissement. En 1521, Martin Luther est excommunié et ça va être vraiment le début de la réforme et du protestantisme en Europe. Et vous avez tout un mouvement qui va se répandre comme ça, tout d'abord en Allemagne et puis également dans les pays alentours. Et c'est le cas évidemment en France. Vous avez de nombreux adeptes qui vont commencer à développer le mouvement, à se réunir, tout d'abord pour avoir une réforme de l'Église, et puis ensuite pour développer leur propre mouvement, leur propre Église. Et donc, il y a deux noms évidemment qui reviennent en tête concernant vraiment l'essor du protestantisme en France. Vous avez d'une part Guillaume Farel, qui est un personnage important parce qu'il est en Suisse, et donc il va vraiment faire le lien entre l'Allemagne et évidemment, quelle est la ville la plus proche d'importance, on va dire, la ville la plus proche française de la Suisse? Évidemment, c'est Lyon, donc tout proche d'ici. Et c'est lui qui va permettre quelque part une pénétration du protestantisme en France. Et puis évidemment, Jean Calvin, qui va récupérer et développer toutes ces thèses protestantes pour les implanter en France. Cette influence du protestantisme, elle va se matérialiser dans une zone que les historiens appellent le croissant réformé. Donc il s'agit d'une zone qui va grosso modo de la Suisse à La Rochelle, en passant par le Dauphiné, donc la région de Lyon, les Cévennes, plus au sud, le Languedoc, et puis remonter comme ça vers la façade atlantique. Et déjà, il y a deux éléments qui doivent retenir notre attention. Premièrement, Annonay et Saint-Chamond se trouvent dans cette zone. Et ce n'est pas un hasard quelque part. Parce que si vous vous souvenez, on en avait parlé lors de l'épisode de la semaine dernière sur Condrieu, et notamment la ville de Vienne, qui est juste à côté de Condrieu. Eh bien, c'est un point de passage historique de l'Est vers l'Ouest, et ce, dès l'Empire romain. Et donc, vous avez déjà, à l'époque, au XVIe siècle, vous avez déjà des routes commerciales qui vont d'Est en Ouest, comme ça, et qui passe par Lyon, qui passe par Vienne et qui ensuite transite au nord du Massif central pour aller plus vers l'ouest du royaume. En jargon militaire, c'est ce qu'on appelle une pénétrante, c'est-à-dire vous avez un axe comme ça qui permet de pénétrer dans le dispositif ennemi. Et c'est exactement ça. On est vraiment, Annonay et Saint-Chamond se situent vraiment sur une pénétrante quelque part. Le deuxième point, c'est que Christophe de Saint-Chamond, eh bien, je vous l'avais dit au début de ce podcast, il était dans la Légion du Languedoc. Et donc, il a forcément été en contact avec des réformés, puisque dans cette zone-là, ça se développait énormément. Et donc, il a dû constater lui-même, il a dû pratiquement être au contact de ces gens, il a dû voir qu'il y avait cette expansion rapide du mouvement protestant. Alors, dans le même temps, vous avez une couronne de France qui est vraiment fragilisée à cette époque. Vous avez une succession rapide de rois, et en plus de rois souvent faibles et qui prennent de mauvaises décisions. Alors, je vous remets un peu dans le contexte parce que même pour moi qui suis assez friand de l'histoire de France, eh bien, c'est une histoire qui est assez ancienne et des rois dont on ne se souvient pratiquement pas. C'est affreux à dire, mais à part évidemment Henri III, si vous avez lu ou vu La Reine Margot, mais sinon on s'en souvient plus trop. Donc vous avez Henri II pour commencer. Henri II, c'est le successeur de François Ier et il est aux commandes au moment où le protestantisme arrive en France, et il va avoir une politique qui est vraiment hésitante vis-à-vis de la réforme. Il ne sait pas trop comment prendre ça, et en plus il va mourir assez brutalement lors d'un tournoi de chevalerie. Il avait gardé la visière de son aume ouverte en se battant contre le chef de la garde écossaise, et malheureusement il va se prendre la lance de son serviteur en pleine tête, et il va mourir dans d'affreuses souffrances. Enfin, c'est vraiment une histoire vraiment affreuse.
Et malheureusement, ce décès va permettre aux protestants de gagner assez rapidement du terrain, alors même que voilà, le pouvoir est déjà fragilisé. Suite à Henri II, vous avez François II. Et François II va régner pendant un peu plus d'1 an. Donc c'est très très court, hein. Et il va confier notamment le pouvoir aux Guises, donc le duc de Guise et sa famille. C'était à l'époque une famille très 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 puissante et surtout très 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 catholique. Et ils étaient vraiment favorables à une répression totale contre les protestants. Finalement, sous l'influence de sa mère, Catherine de Médicis, il va arriver à mener comme ça une politique de conciliation. Et alors qu'on pourrait se dire que ça va dans le bon sens quelque part, que ça va permettre d'apaiser les tensions, eh bien au contraire, ça n'a faire qu'encourager les meneurs protestants qui vont profiter de la faiblesse du roi, en tout cas de la faiblesse apparente du roi, pour se développer, pour être encore plus virulents, pour convertir encore plus de monde à leur mouvement. Durant cette période, du coup, les provinces elles vont connaître de très nombreux soulèvements à partir de 1560. Et c'est vraiment pas de chance parce qu'au même moment, eh bien, vous avez François II qui va mourir très subitement d'une maladie inconnue. Alors il y a plusieurs docteurs qui se sont penchés sur ce cas, mais il n'y a pas eu d'autopsie et on ne sait pas vraiment de quoi il est mort. Mais lui aussi, il est mort dans d'atroces souffrances. Et ça laisse encore une fois le royaume dans une situation assez compliquée. Parce que, évidemment, donc, François II n'a pas de descendance. Et c'est son frère, Charles IX, qui va lui succéder. Lui aussi, il est sous l'influence de Catherine de Médicis. Et il va poursuivre la politique de conciliation qui est prônée par la reine-mère. Et le 17 janvier 1562, il va signer l'édit de Saint-Germain-en-Laye qui va permettre une certaine liberté de culte dans les campagnes et les banlieues. Et ça, c'est un point très important auquel il faut se souvenir, dont il faut se souvenir. Pourquoi ? Donc, 3 mois plus tard, même pas 3 mois plus tard d'ailleurs, le 1er mars 1562, vous avez des protestants qui s'étaient rassemblés en plein centre-ville. Et donc en rupture avec l'édit de Saint-Germain qui prônait uniquement la liberté de culte dans les campagnes et les banlieues. Et ces protestants, ils sont surpris par les troupes du duc de Guise qui leur demandent de ne plus se regrouper, de se disperser, c'est le mot que je cherchais, et de retourner à la campagne. Évidemment, ça va pas se passer comme ça, le ton va monter, vous avez des attaques qui sont menées contre les troupes, ça dégénère, et puis finalement ça dégénère à tel point que vous avez un véritable massacre qui va se produire. On est dans la commune de Vassy, c'est en Haute-Marne. Vous avez à peu près une cinquantaine de protestants qui vont être tués, et à peu près 150 autres qui vont être gravement blessés. Cet épisode marque véritablement le début des guerres de religion entre les papistes, c'est-à-dire les catholiques, et les huguenots, c'est-à-dire les protestants. Donc il faut vraiment se souvenir de ces deux termes-là, papistes et huguenots, qui sont souvent utilisés de manière dépréciative, on va dire. Les huguenots, donc très 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 rapidement, et ça montre à quel point ils étaient organisés, en tout cas du point de vue de leur mouvement, ils vont s'emparer de nombreuses villes à travers le royaume, dont Lyon. Donc vraiment comme ça, en quelques jours, finalement, vous avez les troupes protestantes qui vont réussir à ce coup de maître de s'emparer comme ça de grandes villes du royaume. Le maréchal de Saint-André va mener le siège pour reprendre la ville de Lyon, qui est tenue par les troupes protestantes de François de Beaumont, qui est le baron des Adrets. Et il va évidemment demander à notre héros, Christophe de Saint-Chamond, de lui procurer des troupes. Et donc Christophe de Saint-Chamond, il va lever une petite armée de 200 chevaux légers. Alors les chevaux légers, comme leur nom l'indique, c'est de la cavalerie légère. Et donc vous avez Christophe de Saint-Chamond qui va comme ça aller quitter la vallée du Gier, partir à cheval et aller jusqu'à Lyon,
à une 40, oui c'est ça, à peu près 30-40 km d'ici, et aller guerroyer, participer au siège. Dans cette affaire, il faut que je m'arrête un instant pour vous parler du fameux baron des Adrets, donc François de Beaumont. C'est vraiment un personnage affreux. À l'époque, ils étaient tous quelque part un peu affreux parce qu'ils étaient capables de faire des atrocités sans nom. Mais alors vraiment, le baron des Adrets, lui, il est resté dans l'histoire comme un personnage terrible. Hein. Vraiment, il a fait des choses... il faut le lire, il faut le lire. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Donc en quelques semaines, le baron des Adrets, il était situé en Provence au moment du massacre de Vassy. En quelques semaines, il va partir de la Provence, il va prendre Valence, il va prendre Vienne, dont on avait déjà parlé, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon. Il va prendre Romans-sur-Isère, il va prendre Grenoble, il va prendre Lyon, il va prendre Feurs dans le Forêt. Et à chaque fois qu'il prend ces villes, c'est systématiquement pillage, mise à sac, destruction, et en particulier destruction des édifices catholiques. Et par exemple à Lyon, si vous vivez à Lyon, vous voyez très bien la cathédrale Saint-Jean. On dit souvent que les statues ont été détruites par les révolutionnaires. En fait, la plupart des statues de la cathédrale Saint-Jean, elles ont été détruites à cette époque par le baron des Adrets, donc par un protestant, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails de la foi protestante, mais ils étaient relativement contre la représentation de personnages, de saints et d'autres personnages de la Bible. Donc, il va détruire un certain nombre d'édifices catholiques, et en particulier à Montbrison, il invente un concept tout à fait original. Il prend les prisonniers qu'il a constitués après la prise de la ville, et il va tout simplement les jeter du haut des remparts sur des pics. Et on va appeler ça une sauterie. Alors, je ne sais pas si c'est lié à notre terme actuel du mot sauterie, j'espère pas. Ce serait assez macabre, mais voilà, tout ça pour vous dire que cet épisode des sauteries, malheureusement, c'est un procédé qui va être répété non seulement par le baron des Adrets, mais également par les troupes catholiques qui vont mener des actions de représailles. Mais revenons à Christophe de Saint-Chamond. Il se bat donc au profit du maréchal de Saint-André, je l'ai dit. Il se bat avec bravoure devant Lyon pour essayer de reprendre la ville des mains protestantes. Et vous imaginez bien que tout ça est motivé par le fait qu'il n'a pas nécessairement envie de voir s'établir aux portes de sa baronnie un bastion protestant, notamment un bastion qui tiendrait une part importante de la population, et donc qui aurait une vraie puissance politique dans le secteur. Hélas, tous ces efforts ne suffiront pas à reconquérir la ville, et là où ça devient vraiment tragique pour lui, c'est qu'au moment où il est en train de faire le siège de Lyon, eh bien le baron des Adrets va s'attaquer à Saint-Chamond. Il ne va pas arriver à prendre la ville parce qu'à cette époque, la ville elle est défendue par un château très très puissant, assez inexpugnable. Et ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va tout simplement mettre à sac les églises à l'extérieur des remparts, il va les démolir, il va faire un pillage et il va se replier. Et toute cette attaque, évidemment, pour Christophe de Saint-Chamond, c'est une injure absolument impardonnable. Et donc, il va prendre la résolution, à partir de ce moment, de combattre la réforme jusqu'à son dernier souffle de vie. Il va essayer de combattre les protestants où qu'ils se trouvent, et à tout moment et en tout lieu, comme on dit. Et donc, la première occasion pour lui de combattre les Huguenots, eh bien, elle est donnée par les Huguenots eux-mêmes en octobre 1562. Qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez les protestants qui sont assez bien établis dans certains endroits, et notamment dans la ville d'Annonay. Pourquoi ? Parce que la réforme protestante, sous certains aspects, avait été relativement bien perçue par certaines couches intermédiaires de la population, et notamment les artisans et les ouvriers. Or, à cette époque, Annonay, eh bien, elle est constituée principalement d'artisans et d'ouvriers qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le secteur de la tannerie. Et donc, la ville est relativement acquise à la cause protestante.
ces protestants d'Annonay, ils savent que dans la vallée du Rhône, vous avez une puissante armée catholique qui transite, qui essaie de reprendre le contrôle des zones qui ont été conquises par les protestants. Et donc pour éviter que leur ville ne tombe, que leur ville ne soit attaquée, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent renforcer la défense. Et pour ça, ils ont une idée, c'est qu'ils vont aller mener une attaque éclair, un véritable raid commando à travers le massif du Pilat pour aller attaquer Saint-Étienne, qui est à une vingtaine de kilomètres au nord, et qui est à l'époque déjà célèbre pour son importante manufacture d'armes. Donc là-bas, vous avez vraiment des fabriques importantes d'armement, et leur objectif, voilà, c'est de traverser très rapidement, prendre les armes, revenir, renforcer les défenses. Et donc les Huguenots prennent complètement par surprise les catholiques qui sont présents à Saint-Étienne et qui ne s'attendent pas du tout à une telle attaque, pas du tout à une telle audace. Ils vont s'emparer très rapidement d'un important butin, mais ils vont commettre une grave erreur. C'est que face à leur succès, ils vont se dire ok, bon bah, on a du temps, on va continuer à piller tout autour, notamment, comme je le disais tout à l'heure, les édifices religieux, et puis aussi toutes les usines, tous les éléments où il peut y avoir de la richesse. Et comme ça, on va vraiment faire un butin plus important et on va revenir à Annonay. Évidemment, on meurt par là où on pêche, comme on dit, et ils vont s'attarder un peu trop. Et vous avez toutes les communes autour qui vont s'organiser, qui vont se rassembler et qui vont commencer à résister et à attaquer les troupes huguenotes. Christophe de Saint-Chamond, en particulier, sur ordre de son oncle, je vous l'avais dit, son oncle était à cette époque le seigneur de Saint-Étienne, eh bien, il va rassembler un nombre important d'arquebusiers pour monter une embuscade. Parce que, évidemment, donc, cette colonne huguenote, elle est du côté de Saint-Étienne, et il va falloir qu'il retraverse le Pilat pour revenir à Annonay. Donc Christophe de Saint-Chamond, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se poster au niveau... qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se poster au niveau des cols pour surveiller un peu l'avance de cette colonne, et il va monter une embuscade à un endroit où forcément la colonne va devoir repasser. On estime, la légende dit en tout cas, que c'est au Bessa. Il semblerait que ça tienne plus de la légende que du fait historique, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez Christophe de Saint-Chamond qui va se positionner avec ses arquebusiers. Ils vont faire un véritable massacre. La colonne va être très largement détruite. Et ce premier succès, couplé au fait que Christophe de Saint-Chamond, il avait vraiment un désir de vengeance très important contre les Huguenots, fait que il va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc il va vraiment lever, là pour le coup, il va prendre le temps, en quelques jours, de lever une armée encore plus importante, et il va fondre sur Annonay, qui est donc de l'autre côté du massif du Pilat, et va mettre le siège devant la petite ville. Il y a une courte discussion qui va s'engager, on va leur demander gentiment de se rendre, et évidemment, ils vont pas le faire. Vous avez notre bon Christophe de Saint-Chamond qui va tirer au canon, qui va détruire les portes de la ville et qui va y pénétrer. Et là, c'est vraiment l'occasion pour lui de se venger de l'attaque du baron des Adrets sur Saint-Chamond. Il va mettre complètement la ville à sac. Voilà ce que rapporte un témoin de la scène. Les hommes qu'on trouva furent inhumainement tués, les uns précipités et jetés des plus hauts lieux, et les autres arquebusés et laissés les corps nus par les rues à la merci des chiens. Entre autres, l'on tient qu'aucun pauvre laboureur vieux et caduc, pressé de se donner au diable et renier Dieu pour ne l'avoir voulu faire, furent cruellement tués. Bon, voilà, vous avez saisi l'ambiance sur place. Ça, c'était pas... on est très très loin des droits de l'homme et du droit des conflits armés, vous avez compris. Ça a été vraiment un véritable calvaire, et c'est à ce moment-là, évidemment, que réapparaît notre fameuse tour des martyrs, que j'avais pu admirer lors de mon passage à Annonay, et elle porte ce nom précisément parce qu'on jeta de sa hauteur les protestants de la ville en réponse
évidemment aux agissements du baron des Adrets qui avait pris cette habitude de faire ces fameuses sauteries, donc de faire sauter les prisonniers du haut des remparts. Quelques jours plus tard, Christophe de Saint-Chamond va se retirer d'Annonay pour se joindre à l'armée catholique qui est dans la vallée du Rhône, et il va poursuivre inlassablement sa guerre contre les Huguenots. Malheureusement, à la fin de l'année, vous avez Annonay qui est à nouveau conquise par les protestants, ce qui va obliger Christophe de Saint-Chamond à revenir à la tête de 3000 hommes. Donc 3000 hommes, à l'époque, ça commence à être considérable. Et autant vous dire que lorsque la ville a été reprise des mains protestantes, le 10 janvier 1563, le baron de Saint-Chamond, il va pas vraiment faire dans la dentelle. Déjà la première fois, vous avez compris que c'était pas incroyable. Mais alors la deuxième fois, il y aura plus de pitié. Évidemment, il va y avoir à nouveau des exactions. Et pour éviter que la ville soit à nouveau reprise, on va détruire complètement les remparts. Il va notamment amener des canons pour ça, pour faire en sorte de raser complètement ses défenses. Et notamment, vous avez la fameuse tour des Martyrs qui va être détruite et qui sera rebâtie plus tard. Donc la tour que vous pouvez voir actuellement dans Annonay ne date pas de l'époque des guerres de religion. Elle a été reconstruite à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle. On n'a pas vraiment les dates. Quoi qu'il en soit, en dépit du fait que les fortifications aient été détruites, eh bien, vous avez la même cinématique qui va se reproduire en 1568, donc 5 ans plus tard. Vous avez les protestants qui s'emparent de la ville, vous avez les catholiques qui la reprennent très rapidement, et évidemment, à chaque fois, eh bien, ces combats, ça va engendrer d'importantes destructions, d'importantes pertes en vie humaine. Et pendant tout ce temps, donc de 1562 avec le massacre de Vassy jusqu'à sa mort en 1580, eh bien vous avez Christophe de Saint-Chamond qui ne va pas arrêter de guerroyer en permanence, souvent avec cruauté, il faut le dire, et il va comme ça se battre en permanence contre les Huguenots pour faire reculer la réforme pendant ces guerres de religion. Cependant, il y a un épisode sur lequel j'aimerais m'attarder, ça se passe en 1570. Vous avez à cette époque Saint-Étienne qui est prise par les protestants. Et ces troupes protestantes, elles sont menées par un certain Henri de Bourbon. Ils se sont installés dans la ville parce que l'un de leurs chefs, qui est l'amiral Coligny, il est gravement malade. Et donc on va faire en sorte de s'arrêter là, le temps qu'il se repose, et ensuite on repart. Et donc le jeune Henri de Bourbon, il a 27 ans à cette époque-là, eh bien il voudrait se divertir à la chasse, et on lui dit que le baron de Saint-Chamond, donc qui possède sa baronnie toute proche, possède de magnifiques épagnols. Et évidemment, Henri de Bourbon, c'est un protestant, Christophe de Saint-Chamond, on l'a bien compris, c'est un catholique. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous avez Henri de Bourbon qui va envoyer un messager à Saint-Chamond pour demander à Christophe de Saint-Chamond de bien vouloir lui prêter ses chiens. Évidemment, ça met notre héros dans une situation un peu compliquée parce que lui, c'est le fléau des Huguenots, vous voyez. Il ne va pas commencer à prêter ses chiens à un protestant pour son bon plaisir. Voilà, c'est pas quelque chose d'envisageable. Évidemment, il pourrait devenir la risée de tous. Et en même temps, Henri de Bourbon, c'est un prince du sang. Il est le descendant direct à la 10e génération de Saint-Louis. Donc voilà, ça a quand même son importance à cette époque-là. Et en plus, à cette époque, la maison des Valois, donc, qui tient actuellement le trône de France, elle n'a pas pu produire d'héritier mâle. Et donc selon la loi salique, donc la loi qui gère la succession du trône de France, eh bien ce Henri de Bourbon, ce protestant, il est l'héritier du trône de France. Et donc vous comprenez que ça pose vraiment un réel dilemme pour Christophe de Saint-Chamond, parce que d'un côté vous avez un protestant, un de ses ennemis jurés, et de l'autre, ce même protestant, c'est aussi un prince du sang et potentiellement son futur roi. Donc ça le met dans une situation assez compliquée de ce point de vue. Et il va réfléchir et il va apporter une réponse qui est assez intelligente. Voici ce que dit ce message. Quand vous serez bon catholique,
et serviteur du roi, je n'aurai ni vie, ni bien, ni ami qui ne soit à votre service. Mais tant que vous serez huguenot et ennemi de sa majesté, je ne pourrai vous envoyer autre chose qu'un panier de cerises de mon jardin. Et effectivement, avec le message et le messager, vous avez ce petit panier de cerises qui est donné à Henri de Bourbon. Alors, évidemment, quand on, quand on remet tout ça en perspective avec le fait que ce Christophe de Saint-Chamond, il avait quand même tendance à raser les villes huguenotes et à perpétrer des massacres, le voir envoyer comme ça ce petit panier de cerises, c'est assez cocasse. Et évidemment, vous le savez, ce Henri de Bourbon, ce protestant, après avoir abjuré sa foi, eh bien, il va devenir Henri IV, roi de France, en 1589, donc pratiquement une dizaine d'années après le décès de Christophe de Saint-Chamond. Et un peu plus tard, un peu avant de mourir finalement, il va recevoir à Paris, donc quand il était roi, un certain Melchior Mythe de Chevrières, qui est un personnage très connu des habitants de Saint-Chamond. Et ce Melchior Mythe de Chevrières, il n'est autre que le petit-fils adoptif de Christophe de Saint-Chamond. Et le marquis, parce qu'à cette époque, la région de Saint-Chamond n'était plus une baronnie, mais elle avait été, grâce à Mythe de Chevrières, élevée au rang de marquisat, le marquis va lui demander s'il se souvenait du fameux panier de cerises. Et le roi lui a répondu « Je n'en ai jamais mangé de meilleur ». Alors, quand j'ai découvert cette petite histoire, je me suis dit qu'il y avait une véritable leçon dans le parcours de Christophe de Saint-Chamond. Et vous savez, c'est une leçon qui correspond un peu à cette phrase qu'il y a dans le film Gladiator, je ne sais pas si vous vous en souvenez au début, quand il dit « Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité ». Et c'est exactement ça, parce que Christophe de Saint-Chamond, il aurait pu rester dans l'histoire uniquement comme étant le fléau des Huguenots, donc quelqu'un qui fait des massacres, qui guerroie en permanence, qui détruit des villes, qui jette des gens du haut des remparts. Donc, quelque part, il aurait pu rester dans l'histoire comme une sorte de baron désadré catholique, et qui n'aurait été, dont on s'est souvenu uniquement pour ses massacres et ses dégradations. Mais vous voyez, il y a eu ce moment où quelque part, il a rencontré l'histoire, parce que Henri de Bourbon, même si à l'époque là, il n'était pas grand-chose, par la suite, il est quand même devenu roi de France. Il a su avoir ce beau geste, ce trait d'esprit, qui reste encore aujourd'hui dans la mémoire. Et surtout, c'est un geste qui est vraiment une solution élégante. Il y a vraiment une réelle beauté dans ce qu'il a fait, et qui est une manière vraiment belle de pouvoir répondre à ce défi lancé par son ennemi lorsqu'il lui demande de lui prêter ses propres chiens de chasse. Et pour autant, tout en envoyant ce fameux panier de cerises, ça n'enlevait rien au fait qu'il combattait pour le catholicisme et qu'il ne reniait pas ce qu'il était et le combat qu'il menait. Et je pense que c'est de cette manière qu'on arrive à bâtir un pays. Parce que les guerres de religion, elles ont été vraiment horribles. Elles ont laissé la France dans un état complètement pitoyable, avec des destructions dans tout le royaume, avec de grandes pertes en termes de vie humaine. Et peut-être qu'un jour, on connaîtra à nouveau des guerres civiles. J'espère évidemment que ça n'arrivera pas, mais bon, voilà, l'histoire, c'est quelque chose de tragique. Et donc, sur le temps long, je parle à l'échelle des siècles, évidemment, c'est quelque chose d'inévitable. Et dans ces moments si difficiles, c'est ça qui est important de se souvenir, c'est que il y aura toujours un moment où il y aura toujours des gens pour se souvenir qu'il y aura un après la guerre, et qu'il faudra reconstruire. Et en dépit de leurs différences religieuses, Henri de Bourbon et Christophe de Saint-Chamond, je pense qu'ils aimaient profondément leur pays et qu'ils voulaient faire en sorte qu'il prospère et qu'il y ait la paix quelque part. Et si on arrive à mettre un peu de beauté justement dans le combat, même le plus violent, on arrive à établir avec son adversaire des ponts, et on va réussir à créer des échanges qui vont permettre de sauvegarder l'avenir, qui vont faire en sorte que après la guerre, on pourra quand même se retrouver et bâtir un avenir en commun. Et je pense que c'est une leçon dont il faut se souvenir aujourd'hui, parce que
voilà, vous êtes comme moi plongé dans cette société. Vous voyez qu'il y a des tensions très très importantes au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Et si on s'engage dans cette voie, vraiment d'avoir j'allais dire, d'avoir un discours extrême, c'est pas vraiment le terme, c'est plutôt d'avoir euh, une incapacité à aller au-delà de ses propres positions pour trouver justement des positions communes qui soient acceptables, pour trouver un fond commun. Si on n'arrive pas à avoir cet aspect-là, si on n'arrive pas à dépasser nos propres intérêts, même nos intérêts idéologiques, on ne peut pas arriver à bâtir ensemble une société. C'est vraiment la leçon que je retiens dans ce parcours de Christophe de Saint-Chamond. Et quelque part, il a réussi à vaincre, non pas par cette capacité à faire la guerre, mais plutôt à trouver une solution élégante, encore une fois, pour dépasser ces différentes dissensions. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais que le fait de traiter les histoires plutôt au travers d'un personnage qu'au travers d'une région ou d'une institution, c'est plus intéressant pour vous parce que ça vous permet justement de suivre le destin de cette personne et aussi peut-être de s'y identifier. Et donc je pense que je vais continuer sur cette lancée-là pour faire en sorte comme ça de vous présenter tout un ensemble de destins avec à chaque fois une leçon inspirante pour aujourd'hui. C'est vraiment ce que je veux arriver à faire au travers de ce podcast. C'est pas seulement de vous présenter l'histoire, mais aussi peut-être d'illustrer certaines leçons d'éthique ou de morale qui me semblent importantes pour notre époque. Je voulais également vous parler un petit peu de l'actualité. Eh bien écoutez, là il me reste encore une dizaine de jours dans la région de Saint-Chamond, dans la région de la vallée du Gier. Ce week-end, je serai vers Bourg-en-Bresse. Je participerai à un salon du vin. Ce sera l'occasion, comme d'habitude, de vous présenter l'invitation de Bacchus, la trilogie à finir évidemment des 100 fous, Poursuite du paradis. Donc vous pouvez retrouver tous ces ouvrages évidemment en ligne, mais aussi quand on a l'occasion de se rencontrer. Donc ce sera avec plaisir si vous êtes dans la région. À part ça, j'ai décidé de mener pas mal d'activités sur LinkedIn. Ça me semble être un bon réseau social. On peut y avoir des discussions assez intéressantes, assez construites. Donc si par hasard vous passez sur ce réseau ou si vous y êtes assez implanté, n'hésitez pas à venir me suivre sur cette page. Donc vous me retrouvez assez facilement, Vivien Destro évidemment. Et puis surtout actuellement le gros de mon travail c'est la rédaction du manuscrit. Donc là j'avance vraiment 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 très bien. Je vous cache pas qu'il y a 2 semaines j'ai eu ça arrive souvent aux écrivains, vous savez le moment où vous dites tout ça n'a aucun sens et vous avez un doute profond, une crise existentielle pratiquement sur ce que vous faites. C'est normal. J'en ai parlé récemment dans un article sur le fait qu'en fait un artiste il a besoin d'avoir une ouverture sur le monde et que cette ouverture sur le monde provoque en lui forcément pratiquement une sorte de mort spirituelle parce qu'il y a des moments où vous doutez complètement de ce que vous avez acquis et de ce que vous êtes, tout simplement parce qu'en s'ouvrant, vous vous exposez aussi à certaines idées, certaines approches, etc. C'est un processus normal. Au fur et à mesure, vous reconstruisez ce qui tient, vous éprouvez ce qui est solide, ce qui ne l'est pas, ça disparaît. C'est pas plus mal. Et comme ça, on avance et on arrive à s'améliorer. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai connu un tel épisode. J'ai repris en grande partie le plan du manuscrit. Ça me permet de lui apporter un peu plus de vivacité, un peu plus d'intrigue, de suspense. Donc, de permettre au lecteur de pouvoir être beaucoup plus immergé dans cette lecture. Je pense que je l'aurai terminé avant la fin du mois de mars. Donc, d'ici un bon mois, je suis assez confiant.
D'ici un bon mois, ça devrait être fini et ça me permettra de l'envoyer à l'éditeur. Et donc de vous proposer à terme un nouvel écrit. Et puis ensuite, ce sera l'occasion de commencer la rédaction du tome 3 des Infos. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté, tout va bien. N'hésitez pas à me donner des nouvelles via la newsletter ou via la section commentaires. Et puis également, si vous avez des questions sur certains aspects, n'hésitez pas. Je sais que, encore une fois, sur LinkedIn, il y a des gens qui sont intéressés par le parcours, le processus créatif, etc. Moi, ça serait je pense que ce serait intéressant de pouvoir développer tout ça. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.